Bonsoir, nous avons une soirée assez exceptionnelle puisque c'est la première proclamation d'une part de l'exécutif master en patrimoine architectural. Nous avons 3 moments à cette soirée. Le premier moment, c'est François Chatillon qui partagera avec nous son activité d'architecte des monuments historiques. Deuxième moment, c'est une proclamation, elle sera très courte, rassurez-vous, on a 12 étudiants qui viennent de terminer le premier cursus de notre master ULB-VUB. Et ce premier cursus est sanctionné par un certificat. Et là, le doyen, la vice-doyenne et tous les professeurs viendront m'accompagner pour ce moment un peu solennel. Il sera très court, mais très important dans la mission qui nous est conférée par l'université. Le troisième moment, c'est le drink de l'amitié. Nous partagerons avec vous et dans un autre local, dans notre faculté qui est située ici à côté, place Flaget, le verre de l'amitié où nous pourrons échanger autour du patrimoine, puisque j'ai pu voir que parmi nous ce soir, il y a de nombreux amateurs du patrimoine. Alors, le premier moment, c'est François Chatillon qui va nous présenter son travail. François Chatillon, je l'avais rencontré il y a quelques années. Il avait présenté son projet d'une piscine restaurée, une piscine qui avait été construite à l'époque par Henri Sauvage. Tout récemment, François Chatillon a fait parler de lui puisque il vient d'hériter d'un projet tout à fait exceptionnel, c'est le domaine de Chambord. Ce sera aussi certainement une occasion de nous retrouver plus tard. D'autre part, il a fait énormément de projets, mais il va vous en exposer un certain nombre. Il y a le Grand Palais, notamment à Paris. Il y a les appartements ateliers de Le Corbusier et d'autres bâtiments aussi de Le Corbusier dont il parlera. Voilà, le musée Carnavalet. Alors nous avons eu la chance, voici une quinzaine de jours, on termine toujours un cursus en executive master par un voyage. On a emmené les 2 années de notre cycle à Paris. On a passé une journée tout à fait exceptionnelle à Versailles, où on a pu voir tout ce que le touriste habituel ne voit pas, c'est-à-dire les chantiers. De près, on était sur les échafaudages, on est passé sous les fontaines pour voir les systèmes de canalisation qui sont encore tout à fait d'époque. Mais la veille, François Chatillon nous avait reçus dans l'appartement atelier de Le Corbusier. C'est un moment important. Et puis, il nous avait guidés au musée Carnavalet. Le chantier est en cours. Et c'est là aussi un merveilleux chantier. Alors, notre métier d'architecte, restaurateur est un métier étrange. On a cette habitude d'avoir soit des architectes qui sont des architectes qui font de l'architecture contemporaine et qui ont parfois un certain mépris pour la conservation-restauration. Et parfois, les architectes qui sont spécialisés en conservation s'opposent aussi, considèrent que l'architecture s'est terminée il y a 50 ans ou à peu près. Or, je dirais notre métier d'architecte, c'est de travailler par rapport à un lieu. Si le lieu est un terrain vague, il est probable qu'on fasse de l'architecture contemporaine, mais si le lieu est un bâtiment quelconque, on va peut-être le rénover. Si le bâtiment est un bâtiment d'Horta, de Van de Velde ou de Sauvage, puisqu'on l'évoquait, on fera probablement de la restauration. Donc c'est le lieu qui va dicter l'attitude. Et encore pas plus tard que cet après-midi, je discutais avec François Chatillon et je trouvais que c'était extraordinaire d'avoir quelqu'un qui nous dit mais on peut faire de l'architecture, conservation, restauration, mais aussi avoir une attitude d'un architecte d'aujourd'hui. L'un n'est pas incompatible avec l'autre et c'est très dommage d'avoir cette espèce de dichotomie entre les deux. Mais sans tarder, je lui laisse la parole. François, un grand merci d'être venu et voilà, on se retrouve après. Ne partez pas pour cette proclamation. Voilà, c'est aussi un moment important. Merci François d'être venu. Alors, juste
2 secondes parce que ce truc-là, c'est... Voilà. Oui, merci beaucoup. Donc, d'abord, très grand merci à Francis et à l'université qui me permet de parler avec vous. Et puis, mes félicitations alors aux 12 lauréats. Juste, je commencerai par cette petite anecdote. Moi, j'ai fait l'école de Chaillot, qui est l'équivalent de ce que vous avez fait ici. Je l'ai terminé, j'avais 41 ans, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps. Et ma vie a changé. Avant, j'ai fait toujours l'architecture contemporaine, je faisais de l'architecture, j'avais un bureau d'architecte, je faisais du logement, j'en fais encore, je fais des choses comme ça, mais ma vie a changé. Donc, méfiez-vous, parce que votre vie risque de changer beaucoup à partir de ce soir. Voilà, mais en bien entendu. Donc, je vous propose 2 temps. J'ai écrit quelque chose, parce que je trouve formidable d'avoir l'occasion de parler à un public élargi, mais aussi à des jeunes architectes. Donc je voulais un peu choisir mes mots et pas me laisser emporter par une certaine facilité à dire n'importe quoi. Donc après avoir remercié Francis, que je connais, avec lequel on participe aujourd'hui à un magnifique projet, donc on a eu l'autorisation de vous dévoiler quelques images de ce projet. Je vais essayer de... Donc nous travaillons... Alors c'est pas normal que je commence sur cette image, mais peut-être que si. Ici sur les serres royales. Donc vous voyez ici un travail qu'on est en train de faire de modélisation avec Francis. C'est un travail de modélisation Revit sur la base de nuages de points qui ont été fournis, mais où on remodélise pièce par pièce ce bâtiment. Vous verrez que dans les méthodes de travail, c'est quelque chose d'important, voilà, qui donne ce genre d'image. Voilà, mais c'était juste pour dire qu'on est à Bruxelles et que c'est important pour moi et que je suis très heureux d'être là. Donc, je commence pour me montrer. J'ai beaucoup hésité sur le nom à donner à cet échange. Je ne voulais pas contraindre cette occasion de parler librement avec vous par le choix des mots. Je m'explique. Architecture, patrimoine, monument historique sont des mots qui, malheureusement, nous enferment souvent dans une série de codes et de références. Ces codes références nous empêchent de saisir la complexité réelle, la diversité et la richesse des situations auxquelles nous sommes confrontés. Plus grave, à mes yeux, ces mots valises, si on ne les met pas en regard avec la spécificité de chaque cas de figure, peuvent conduire à l'application de recettes qui, même lorsqu'on les nomme flatteusement doctrine, sont souvent un catalogue de solutions prépensées qui rassure et évite une véritable réflexion. Pour cette leçon, puisque c'est une leçon inaugurale, j'aurais pu emprunter le titre d'une conférence de mon confrère Bernard Desmoulins, dont vous avez visité, je crois, des œuvres, dont j'admire le travail et dont je vous présente ici une référence que je trouve absolument admirable à Paris, qui est la restauration du musée de Cluny, et qui a fait une conférence, une leçon inaugurale à Chaillot, et il l'avait intitulée « Du passé, faisons table ouverte ». Donc je suis très jaloux de lui parce que ce titre, j'aurais vraiment voulu le trouver moi-même. Mais c'est lui qui l'a. Voilà. Alors pourquoi ça m'intéresse ce titre? Parce que ce titre, il s'oppose à cette idée de la table rase, de la tabula rasa, qui était pour certains penseurs du XXe siècle un préalable à la réalisation des utopies architecturales. Alors, il n'y a rien d'illégitime à avoir des utopies architecturales, mais ils avaient le sentiment, la pensée, qu'il fallait d'abord se débarrasser du passé pour pouvoir avoir une offre plus généreuse, plus humaine d'architecture et de ville. On sait malheureusement ce que ça a pu produire, des choses magnifiques, mais le plus souvent des catastrophes. Et puis en plus, cette table, c'est celle du repas. Elle est ouverte, c'est celle du partage, de la convivialité, celle de la mise en commun. Et quoi de plus réjouissant pour une nouvelle génération d'architectes, la vôtre, et encore un peu la mienne, j'y tiens, d'entrevoir l'avenir comme un partage. Donc je remercie Bernard pour ce titre. Voilà. Donc la table n'est donc pas arasée, la page n'est donc pas blanche. Nous avons quelque chose à nous partager, quelque chose en commun, et ce quelque chose serait le passé qu'on aurait en commun. Mais pourquoi faire? Question.
Est-ce que c'est pour regretter le bon vieux temps, pour penser qu'avant on savait faire des choses qu'on ne sait plus faire aujourd'hui? Est-ce que c'est ça la question? Donc à cette table ouverte, pour moi, le passé c'est une nourriture, c'est ce qui donne de l'énergie, ce qui permet de promouvoir, d'avancer, c'est le carburant vert de la pensée. Bon, vous faites ce que vous voudrez. Ce passé n'est pas sur une trajectoire du temps en symétrie avec l'avenir. Alors, voici le schéma que je récuse. Ah tiens, il y a un T qui a disparu, mais il y était pourtant. Le présent n'est pas ce point fixe dans lequel nous sommes, qui serait précédé comme ça d'une ligne, d'un temps linéaire avec le passé et le futur. Voici pour moi, c'est le T que votre machine ne veut pas prendre. Voici pour moi quelle pourrait être l'image de ce temps, de cette actualité dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire une actualité qui mélange ces trois temps. Et alors là, n'ayez pas peur, je vais vous parler de saint Augustin. Parce que saint Augustin écrit dans ses Confessions quelque chose qui pour moi est très très important. Dans l'âme, il n'y a qu'un temps, le présent des choses passées, qui est leur mémoire, memoria, le présent des choses présentes, qui est leur vue, au sens de leur prise en considération, contuitus, et le présent des choses futures, qui est leur attente, expiatio, littéralement, voire au-delà. Vous suivez? Bon. Prenons l'exemple de la ville de Bruxelles. L'actualité de Bruxelles, dans la mesure où l'on décide de ne pas la raser pour la reconstruire, ce qui était pas pour Bruxelles, mais c'était un projet pour Paris, et pour ne pas la reconstruire plus belle encore, comme on a entendu dire récemment au sujet de Notre-Dame, n'est-elle pas autre chose qu'une accumulation d'objets du passé? Est-ce que ce n'est pas d'abord ça dans lequel on vit? Et ces objets du passé sur lesquels on projette, nous, nos désirs. Donc, est-ce que le présent n'est pas une accumulation de désirs et d'objets du passé? Je vous pose la question, vous me contredirez puisque vous aurez la parole à la fin. Je voudrais précisément qu'on en parle ensemble de cela. Comment s'appelle cet acte qui consiste à projeter des désirs à partir de ce qui est déjà là? Je voudrais qu'on s'interroge sur sa pertinence, qu'on se demande si ce n'est pas un renoncement à une forme de liberté, celle du peintre devant sa toile blanche, enfin qu'on se demande comment le faire. Comment procéder pour projeter ses désirs sur le passé. D'où ce terme proposé de transformation, au lieu de parler de monuments historiques, de patrimoine, qui sont des mots qui m'embarrassent beaucoup. Je n'ai pas trouvé d'autre mot que celui de transformation. Je ne sais pas s'il est idéal et je suis preneur de toutes les suggestions. Je le trouve plus raisonnable, moins démiurgique que celui de création, au sens d'une création ex nihilo, même si je pense que la transformation est une forme de création, et même en ce qui nous concerne, une forme de création artistique. Mais c'est une création qui procède d'abord de la prise en compte du monde, tel qu'il nous parvient, et qui se donne pour objectif de le rendre utile à notre actualité. Si vous êtes semé, vous me poserez des questions à la fin. J'utilise le terme « utile » en mesurant parfaitement ses conséquences, en particulier en ce qui concerne ce que nous appelons les monuments historiques, dont la fonction mémorielle semble exclusive de toute utilité. Nous entrons là dans une question fondamentale. Pour mériter le droit d'être conservé, un objet du passé doit-il être utile? Quoi qu'en disent la législation et les âmes charitables du patrimoine, la vérité est que les monuments inutiles sont condamnés à la ruine. Les exemples ne manquent pas. S'en émouvoir ne règle pas le problème. Je réponds donc oui, un objet hérité du passé, même lorsqu'il s'appelle monument historique, doit être utile. Je pense même que le projet, fût-il de simple conservation, commence par cette question, pourquoi faire? On peut avancer que la fonction mémorielle est utile, et c'est vrai, mais la société n'a ni l'envie ni les moyens de conserver un patrimoine de plus en plus important à des seules fins mémorielles. La plupart des objets dont nous héritons demandent à être réinvestis d'un usage pour échapper à la ruine ou à la démolition. Mais utile ne signifie pas qu'il doit s'adapter à n'importe quel usage, qu'on peut en faire n'importe quoi au nom des normes, des modes ou des fantaisies politiques. C'est le premier rôle de l'architecte qui se penche sur ces sujets, trouver l'usage qui convient à la fois à la société et à l'objet. Selon moi, ce premier questionnement est déjà un acte artistique, car je ne pense pas que la réponse procède mécaniquement d'une analyse scientifique. C'est un acte de nature poétique qui met en jeu la raison et la sensibilité.
Il y aura des exemples et des photos, ne vous inquiétez pas. En répondant à cette première interrogation, celle de l'utilité, l'architecte met en marche le processus du projet, que j'appelle transformation, car l'usage, même lorsqu'il correspond à un usage antérieur, en s'adaptant aux besoins de notre actualité, implique une transformation. Alors sur la pertinence de la transformation, si on y réfléchit, pourquoi une transformation serait préférable à une démolition-reconstruction? N'y a-t-il pas dans l'histoire de l'architecture de merveilleux exemples de démolition qui ont permis la construction d'œuvres aujourd'hui reconnues? Est-ce si pertinent de vouloir modifier ce qui est déjà là? Qu'est-ce qui justifie ce choix? Une journaliste que j'avais invitée, je ne sais pas si elle est là, m'a récemment posé cette question. Diriez-vous que la transformation des bâtiments relève d'abord d'un enjeu patrimonial ou plutôt d'une question d'utilité publique liée au réemploi des ressources? J'ai trouvé cette question particulièrement pertinente et intéressante et j'ai hésité entre les réponses à apporter, dire les deux ou dire ni l'un ni l'autre. C'était compliqué comme question. Si je crois qu'il est pertinent de transformer plutôt que de détruire et de reconstruire, si je défends la façon douce, celle de la retenue et du moins possible, je ne me justifie pas par rapport aux seuls enjeux patrimoniaux ou aux enjeux d'économie des ressources. Ces discours sont manipulables et servent quelquefois des vues très éloignées de mes préoccupations. Discours identitaire pour les uns et opportunisme pour les autres. Pour autant, il ne me paraît pas totalement insensé d'économiser les ressources dans une époque préoccupée de sa survie, ni d'avoir un rapport attentif au patrimoine dans cette même époque torturée par son identité. Ma préoccupation réelle est celle, en vérité, de la continuité historique. Pourquoi? Pour me sentir proche des autres, ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous succéderont. C'est une façon de m'intégrer dans une humanité globale, dans un temps unifié, non linéaire, dans lequel ma fin ne sera pas la fin. Disons un principe d'harmonie qui contiendrait les principes d'économie et d'écologie. La liberté, parlons-en. Est-ce que c'est un manque de liberté de ne pas vouloir s'affronter à la page blanche? Je suis toujours étonné de lire dans les programmes de concours ou de projets le chapitre « Contraintes patrimoniales ». Je ne vois pas de chapitre « Contraintes de la pesanteur », par exemple, ou « Contraintes du jour et de la nuit ». Le patrimoine serait donc un problème, quelque chose qui empêcherait la liberté du créateur, alors même que pour moi, c'est souvent la solution. Il y a par contre des contraintes qui ne sont pas de réalité matérielle et qui de plus se modifient au cours du temps. Ce sont les règles, les normes, les codes. Celles-ci semblent sacrées pour les programmistes, même si leur durée de vie est éphémère. Et le patrimoine, présent depuis longtemps et pour longtemps, devrait s'y plier sans maudire, c'est-à-dire se plier aux normes qui seraient des réalités, alors que le patrimoine n'en serait pas une, il serait une contrainte. Et bien précisément, je pense qu'il y a un mot à dire, c'est à nous de le dire, nous les architectes, formés à cette réalité-là. Il ne s'agit pas de rejeter en bloc toutes les règles actuelles, au contraire, nous devons les connaître mieux que quiconque et en comprendre les finalités pour pouvoir les interroger. Les objets à transformer nous ouvrent un formidable champ de liberté et de création qui nous permet de questionner l'ensemble du processus du projet. Le programme, les règles, les normes, les surfaces. Je reviendrai là-dessus, c'est important. Ce que je veux vous faire passer, c'est que je ne me suis jamais senti aussi libre que depuis que je m'occupe de questions patrimoniales. C'est-à-dire qu'il n'y a plus quelqu'un qui me dit qu'un T2, ça fait 52 mètres carrés, par exemple. Quand il n'y a qu'une fenêtre pour 70 mètres carrés, un T2, ça fait 70 mètres carrés. Je ne me suis jamais senti aussi libre et aussi créatif dans ma vie professionnelle antérieure. Alors, comment on fait, comment on essaye de faire tout ça? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il s'agisse d'un bâtiment, d'un paysage, Christine est là, d'une ville, il faut d'abord en acquérir une connaissance intime, bien sûr. Cela paraît une évidence. Pourtant, il ne s'agit pas d'un processus purement technique, un processus d'addition des connaissances. C'est un processus de synthèse qui permet de percevoir un lieu comme la concomitance de sa mémoire, de son actualité, de sa potentialité. Pour cela, je dispose d'une formation, celle que vous avez reçue pour certains et pour d'autres que vous allez recevoir ici, de méthodes, d'outils, de technologies, le scanner, la modélisation, on va en parler, l'imagerie virtuelle, de compétences associées, évidemment on ne fait pas ça tout seul, mais aussi d'une forme particulière de sensibilité qui passe par la perception physique des espaces, la promenade, le dessin, l'écoute, le regard.
Je vais vous montrer ici quelques éléments très techniques. Voici ici des éléments de scan 3D du Grand Palais. Bon, pour les professionnels, ça devient aujourd'hui quelque chose d'assez simple. Donc, on a mis en place une technique qu'on appelle l'analyse patrimoniale numérique. À partir de ça, on crée des maquettes numériques. Ça, c'est une maquette Revit qui a été faite sur la base des plans d'archives. Donc, tout est dessiné, toutes les poutres, tous les boulons. Pas pour se faire plaisir, pour connaître le bâtiment. On en tire évidemment des images tout à fait didactiques comme des coups pour expliquer des choses. On en tire bien sûr d'autres types d'images. Ici, je m'aperçois que ce n'est pas mes dernières vues, mais ce n'est pas grave. Ça dit la même chose. Donc, prenons un exemple. Pourquoi ce n'est pas une addition de connaissances? Un maître d'ouvrage bien intentionné, j'imagine que c'est partout pareil, qui a compris qu'il faut financer des expertises, des diagnostics, je ne sais pas si on dit comme ça en Belgique, des diagnostics préalables, qui fait réaliser une étude historique à un historien, un diagnostic à un BET, un relevé à un géomètre, un programme à un programmiste. Nous, de notre côté, on fait des relevés complémentaires, des photos, des scanners, des modélisations. Chacun de nous livre un travail très professionnel, irréprochable. L'historien explique tout de l'histoire de l'architecture. Le BET ne laisse aucune ombre sur l'état actuel du bâtiment et le programmiste établit la liste exhaustive des besoins. On fait une maquette 3D, tout est parfait. Toutes ces connaissances sont évidemment précieuses, mais si elles font savoir, elles ne font pas projet. Et notre boulot à nous, c'est de faire des projets. Pour moi, le projet ne consiste pas à les additionner, mais à les précipiter dans la marmite de la création architecturale. C'est ça notre boulot. Ce n'est pas de compiler des connaissances. Mais une fois dans la marmite, quelle recette? Est-ce que le brouet va être comestible? Comment on fait? Alors, il y a des écrits, il y a des prédécesseurs, il y a des chartes, on en a parlé tout à l'heure, des doctrines. Mais voilà, l'histoire d'un bâtiment n'est jamais écrite à l'avance, ni dans les doctrines, ni dans l'étude du diagnostic. C'est vraiment là que notre responsabilité, notre responsabilité heureuse d'architecte, c'est d'en faire un projet. Donc chaque situation, c'est très important, est un cas unique. Alors souvenons-nous, excusez-moi, je n'ai pas fait de collège religieux, alors après Saint-Augustin, je vais vous parler des jésuites, mais enfin la casuistique chez les jésuites, c'est quoi? C'est propose de comparer la règle générale au cas particulier. Et nous, architectes, qui nous occupons de ça, on ne fait que ça, de la casuistique. C'est qu'on compare le cas particulier qui nous est donné à des règles générales. Car il n'y a pas de vérité universelle, il n'y a que des vérités particulières. Alors, on aura un débat tout à l'heure, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Un exemple, quand j'ai eu à travailler sur la cité refuge de Le Corbusier et Pierre Jeanneret en 2015, c'était très particulier, je vous montrerai après. J'ai eu l'impression d'avoir restauré un tableau. Je n'avais pas l'impression d'être réellement dans un... La problématique n'était pas bâtimentaire, elle était picturale de mon point de vue. Mais un tableau en 3 dimensions. Mais quand il s'agit d'insérer un restaurant gastronomique et un ascenseur dans l'abbaye de Royaumont, on verra après, évidemment, je suis confronté à un problème complètement différent, d'avoir intégré une nouvelle fonction qui n'a jamais existé. Donc je ne peux pas invoquer l'état de référence de l'ascenseur du XIIIe siècle, c'est pas possible. En tout cas, c'est problématique. Donc là, on choisit d'affirmer une forme de création architecturale contemporaine. Je vous montrerai tout ça, à moins que j'ai non, je vous montrerai après. Donc, si la page n'est pas blanche, les choix, pour autant, ne sont pas dictés par le fait de travailler sur quelque chose qui est déjà là. Ils ne sont pas la conséquence d'un processus scientifique. S'ils peuvent être éclairés, objectivés par l'analyse et la connaissance, ils ne sont jamais objectifs. Prétendre le contraire m'est toujours apparu comme une malhonnêteté intellectuelle pour se garder de toute critique. C'est-à-dire quand on prétend « j'ai tout fait, les sondages, et ce que vous voyez là, c'est exactement ce qu'il y avait au XVIIe siècle », moi je flaire l'arnaque. Parce qu'on n'a pas sondé partout, on n'était pas là au XVIIe siècle, on ne sait pas comment les couleurs ont viré, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sondage, mais je dis prétendre qu'on a restitué quelque chose à l'identique, authentiquement et tout ça, je trouve qu'il y a une grosse arnaque intellectuelle qui permet de faire passer ce qu'on a envie de faire passer sous prétexte d'objectivité. Et je ne crois pas que le projet soit un processus objectif. Donc, la conséquence, c'est bon, c'est moche, on dit oui, c'est moche, mais alors, scientifiquement, c'est irréfutable. Non, souvent, quand c'est moche, c'est parce qu'on n'a rien compris au projet. Il y a donc une liberté dans le projet, et par conséquent, c'est là où ça devient plus grave, une responsabilité. Parce que si on est libre, c'est qu'on est responsable.
C'est pas de la faute à celui qui est venu avant moi, qui avait mal trouvé des mauvaises couleurs. C'est de ma faute, parce que j'ai pas compris ce qu'il avait fait, ou du moins j'en ai donné une traduction qui n'est pas acceptable à notre actualité. Donc, si j'ai avancé plus haut, que je ne me percevais pas comme un créateur ex nihilo, je considère néanmoins le projet comme un acte de création, je l'ai déjà dit. J'avance que la transformation entre conservation et démolition est une création de nature artistique. Artistique pourquoi? Car je pense que la capacité de percevoir et de synthétiser le monde qui nous entoure dans ses dimensions temporelles, du passé, des espoirs, des désirs, est précisément ce que la société attend des artistes. Donc quand je dis que nous intervenons comme des artistes, c'est justement pas pour dire qu'on est libre et qu'on est tout fou et qu'on a les cheveux tout rouges et qu'on fait n'importe quoi parce qu'on a envie d'exister. C'est précisément parce que le devoir de l'artiste, c'est l'interprétation du monde. Et nous, architectes, quand on travaille sur des objets du passé, on est dans ce devoir d'interprétation et de compréhension du monde. C'est en ça que je vois une dimension artistique, évidemment. L'architecture, plus globalement, si j'étends cette question pas seulement aux bâtiments existants, mais à l'architecture, mais je finis par penser que c'est un art de la transformation. Si par voie de conséquence l'architecte se positionne comme un artiste, ce n'est pas cet être solitaire et angoissé devant sa page blanche, mais c'est cet invité à la table ouverte qui partage sa capacité de percevoir cette réalité atemporelle des lieux avec les autres convives et qui en éclaire et en conçoit la transformation. Voilà, j'espère que c'était pas trop abscon mon histoire, et il va y avoir des images. Je vais essayer de vous expliquer quelques projets. Voilà un premier projet qui n'est pas loin d'ici, qui est à la frontière à Givet, dans les Ardennes, donc à la frontière avec la Wallonie. On est ici en face, alors je vous montre un plan, parce que je trouve ce plan très beau. C'est une petite chapelle, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Voici une coupe de cette chapelle, du projet de cette chapelle, et voilà surtout ce qu'était cette chapelle. Une chapelle avec un parement en pierre bleue de Givet à l'extérieur, très dur, et un mur, une fourrure, et un mur de briques du côté intérieur, dans un état de ruine absolue, dont j'hérite il y a une dizaine d'années pour faire un projet. Et c'est un sujet très intéressant. L'idée, c'est d'en faire un lieu, il s'est perdu dans la campagne, un lieu extrêmement simple où on peut rentrer juste pour ne rien faire. Ça, c'est un programme. Et ça, c'est utile, surtout dans notre société actuelle. Voici un document qui était en notre possession. Il y avait, grosso modo, que ça. Voilà, cet élément-là. Alors, le principe... on s'est renseigné sur des bâtiments, de la même époque, donc on est à la fin du 18e. Hein. Qu'est-ce qui avait été fait? Et puis j'ai trouvé un truc formidable au cimetière nord de Reims. Il y avait un relevé de l'architecte Henri Deneux. Donc Henri Deneux, c'est un grand architecte en chef des monuments historiques de la début du XXe, élève d'élèves de Viollet-le-Duc, donc dans la pensée positive, amoureux fou des charpentes médiévales, grand connaisseur des charpentes médiévales, qui avait relevé totalement la charpente de Reims, qui était en charge de la cathédrale de Reims, et qui avait fait une maquette en bois de la cathédrale de Reims. Ces maquettes sont encore visibles, je ne sais plus où elles sont probablement au musée des monuments français. Et Deneux, quand Reims est bombardé, quand Reims brûle et qu'il doit refaire une charpente, comme il est le grand connaisseur des charpentes médiévales, il fait une charpente en béton. Voilà, et une magnifique charpente en béton, avec un principe, ce principe-là, mais en béton. C'est-à-dire qu'il transpose le principe de Philibert Delorme des charpentes à petits éléments assemblés, et il le transpose en éléments clavés en béton. Mais en même temps, il avait relevé une petite chapelle carrée sur plan centré avec un dôme, dont le dôme était fait de la même façon, une charpente à la Philibert. Et je tombe sur ce relevé exactement à la même époque. Et je me dis, bon... les types, ils ne s'amusent pas à faire une chapelle en pleine campagne avec un dôme pour qu'à l'intérieur, on voit une grosse charpente avec des fermes. C'est pas possible. Ils voulaient forcément voir l'effet de coupole que produisait le dôme. Simplement, contrairement, vous le savez, dans l'histoire de l'architecture, le dôme, c'est le toit, et la coupole, c'est un élément en dessous, et entre les deux, il y a un vide. Là, il n'y a pas de vide, c'est le même. Ça ressemble plus à une mosquée où le dôme et la coupole sont le même objet architectural.
Dans l'architecture classique, ce sont deux objets différents. Dans ce cas-là, on retombe sur le même objet. Et je me dis, c'est pas possible, je peux pas faire un machin avec des charpentes, des contrefiches, ça va pas le faire. Donc je tombe là-dessus, et avec le conservateur régional des monuments historiques, qui s'appelle Frédéric Murienne, on décide de se lancer dans cette idée sans aucune garantie scientifique. On ne peut pas se mettre sous le chemin de fer en disant je vous jure que c'était comme ça. On n'en sait rien. Mais on pense que c'est beaucoup plus intelligent de faire la chose comme ça que de la faire autrement. Donc, l'idée, c'est pas non plus de faire une charpente à la Philibert. Donc on fait une charpente en contreplaqué, c'est du tripli, 22 mm, avec des clavettes en inox. C'est un truc tout à fait contemporain. On dessine ça en s'inspirant du principe de charpente à la Philibert. Ça donne cet objet. Donc déjà, je ne prends surtout pas d'ingénieur bois parce que je sais que ça va être une catastrophe. Il va me mettre des agrafes partout. Et on fait ça avec un charpentier à art et technique du bois spécialisé dans la restauration des charpentes anciennes. Donc on est là dans un processus pur MH, mais on fait une architecture totalement contemporaine. Et ça donne cet objet. De l'intérieur, voilà ce que ça donne, avec une petite plaisanterie, un trait d'humour sur les vitraux, puisque les vitraux, avec les conservateurs, il fallait, c'était en quoi l'élément patrimonial du vitrail. Alors j'ai pris au pied de la lettre, et comme je dis patrimoine, le patrimoine génétique, c'est le génome, donc c'est un codage ADN fait avec un maître verrier, mais là aussi c'est fait avec un maître verrier, un très très bon. Et on a fait pas mal d'essais de peinture, il y en a qui sont transparentes, pas transparentes, donc on utilise toutes les techniques de la verrerie pour faire un vitrail qui est d'une expression évidemment très contemporaine. Sinon, c'était le petit vitrail losanger qui fait de mal à personne. On avait envie de faire quelque chose d'un peu mystérieux, d'un peu intéressant. Ce qui produit d'ailleurs, vous voyez, des éclairages, une atmosphère mystique, sans avoir eu besoin de restaurer tous les plâtres, parce que probablement tout ça a été plâtré, décoré, tout ça. Donc c'est une interprétation de ça. Donc là, évidemment, on est dans de la restauration-création. Je ne sais pas comment appeler ça. Et pour la petite histoire, quand on a eu terminé, moi, j'y étais pas. Je regrette de ne pas avoir vu ce monsieur parce que j'ai des collaborateurs qui sont allés avec un photographe faire des photos. Et puis, ils ont croisé un monsieur très âgé qui a dit « Ah, mais moi, je m'en souviens parce que quand j'étais petit, elle était déjà en ruine. On jouait avec les bouts. » Et il dit à mes collaborateurs « Et vous savez, c'était marrant parce que la charpente, c'était que des petits bouts de bois grands comme ça. » Donc, on n'est pas tombé loin dans notre affaire, et c'est l'intuition du projet qui nous a approchés probablement d'une forme de vérité, si tant est que la vérité existe. Et dernière chose pour l'anecdote, parce que ça aussi, c'est quelque chose, moi, qui me fait plaisir, qui m'émeut. On devait la faire en ardoise de fumée, c'est-à-dire l'ardoise violine, celle du haut, qui ne s'extrait plus des carrières de fumée, mais qui s'extrait aujourd'hui au Pays de Galles. Et puis, baf, la carrière du Pays de Galles, elle a fait faillite, elle a fermé. Donc, il n'y avait plus d'ardoise, il n'y avait plus assez d'ardoise. Et le couvreur, qui est un super couvreur de Reims, un grand professionnel, est arrivé en me disant c'est une catastrophe, j'ai plus d'ardoise violine, on n'en trouve plus, il n'y en a plus, et je n'ai plus que de l'Angers, j'ai plus que de la Noire, mais si vous voulez, monsieur l'architecte, je vous propose un truc, voilà, et il vient avec ce dessin, pas moi j'ai pas dessiné ces chevrons et tout ça, et j'ai trouvé ça très beau. Je me suis dit, mais ça, c'est pas beau parce que c'est beau esthétiquement, c'est beau parce que ça vient du processus même de la contrainte du projet, de la contrainte des matériaux, de la contrainte. Et je trouve ça super. Et ça ne me doit rien du tout. J'ai jamais voulu faire une couverture bichromique, mais l'histoire du bâtiment a voulu que cette couverture finisse comme ça. Voilà. Donc, si vous allez à Givet, vous ne poserez pas trop la question. Voilà. Autre exemple, Francis en a parlé, la cité de refuge de Le Corbusier pour l'Armée du Salut.
Alors, bâtiment important pour Le Corbusier, sa première grande commande parisienne pour la Fondation Armée du Salut, avec Madame Singer de Polignac, amatrice d'art, qui va dire à Le Corbusier, qui va dire à la Fondation de l'Armée du Salut, je connais un jeune architecte suisse, il est formidable, allez le voir. La Fondation Armée du Salut dit oui, mais bon, il est jeune, on va faire un concours. Le Corbusier dit, moi, je suis le plus grand architecte du monde, je ne fais pas de concours, on me prend. Par contre, je fais 30% sur mes honoraires à condition d'avoir la liberté absolue. Donc la Fondation dit quelle belle affaire. En réalité, les pauvres, ça leur a coûté les yeux de la tête de finir ce bâtiment. Mais c'est un bâtiment très important et on est là dans l'application. Vous savez, on dit toujours, oh, Le Corbusier, il ne s'est jamais confronté à la ville, les contraintes urbaines, la ville à Savoie, c'est au milieu d'un parc et tout. Pas du tout. C'est une parcelle extrêmement contrainte, extrêmement complexe, et il va s'ingénier à appliquer les 5 points de l'architecture sur cette parcelle. Et puis, ce qui est très important, donc vous voyez, c'est un plan, je ne vais pas faire tout le truc là-dessus, mais c'est un plan absolument extraordinaire. Il faut savoir aussi que Le Corbusier, il se projetait comme un peintre, et il se projetait comme un urbaniste. Mais l'architecture, c'était la conséquence des deux. Quand il fait un plan comme ça, en même temps, il dessine tout le quartier. Alors ça, il en fait partout. Ça devient la cité complète du refuge. Donc, mais au sens de tout le quartier. À Genève, il a fait pareil. L'immeuble Clarté, c'est le premier de toute une série pour refaire la ville. L'obsession de Le Corbusier, c'est la ville et la peinture. L'architecture, c'est une conséquence de ça. Alors c'est dans le désordre là, je ne sais pas pourquoi, mais bon, oui, parce que c'est pas ma dernière c'est dommage parce que ça va être un peu compliqué à vous expliquer les enchaînements. Autre, je ne sais pas si j'ai la photo que je veux vous montrer là-dedans. Si, bon, je reviendrai en arrière. Histoire très importante pour les gens qui se préoccupent de restaurer le patrimoine. Le Corbusier fait un premier bâtiment dans les années 30 avec une façade vitrée, entièrement vitrée. Là, voilà. Et puis, il y a la guerre. Il y a des bombardements sur la gare d'Austerlitz. La façade disparaît. Après-guerre, Le Corbusier, qui n'était pas à Paris pendant la guerre, on va dire ça comme ça, revient et il propose une autre façade. Avec Candilis, il dessine. Alors, est-ce que j'ai une... Voilà, il dessine une façade avec le modulor, qui n'était pas évidemment dans les années 30, et avec l'idée des brises-soleil, parce qu'il s'aperçoit que les types, ils crevaient de chaud, parce que sa façade en verre, qui devait être en verre double, avec une circulation d'air, mais il n'y avait pas de fric, elle était en verre simple. Il devait y avoir la respiration exacte, c'est-à-dire de l'air pulsé, ce qu'on appelle du double flux aujourd'hui, mais il n'y a pas d'argent, on fait que de l'extraction. Et la première année, dans la crèche qui est au 5e étage, il fait 50 degrés. Donc le préfet fait ouvrir des fenêtres contre la volonté de Le Corbusier pour que les enfants ne finissent pas desséchés dans leur landau. Donc quand il revient après-guerre, il a quand même compris que c'était peut-être pas génial, donc il fait une autre façade. Alors quand on restaure ça, alors pour la petite histoire, comme c'est la fondation, l'Armée du Salut n'a pas d'argent, c'est l'Armée du Salut qui peint la façade elle-même. Et Le Corbusier avait donné des directives. Il avait dit, je veux un jaune avec de l'ocre, je veux un truc. Et il passe, parce qu'il est souvent en voyage à l'époque, notamment, je crois qu'il commence Chandigard dans les années 50, quand il fait une deuxième façade, et il passe et il dit, mais c'est horrible, ce jaune, c'est pas du tout ce que j'ai demandé, puisque c'est ça, je n'y mettrai plus les pieds, ce sont des ignares. Et donc on hérite d'une façade qui n'est pas la façade initiale, refaite par Le Corbusier, mais pas comme il voulait, peint d'une couleur, mais ce n'est pas les bonnes, et on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on va restaurer? Quelle couleur on prend? Eh bien, cette petite aventure a nécessité 2 ans de réunion avec la Fondation Le Corbusier, la DRAC, la Fondation Armée du Salut, la Commission du Vieux Paris, les architectes, et on a dû avoir un processus de dialogue pour faire accepter une chose importante, c'est de faire accepter qu'on n'approcherait jamais une vérité scientifique. Parce que fallait-il revenir à la façade des années 30, sachant que les parties hautes, qui ont été restaurées correctement, quand cette façade était comme ça, les parties hautes étaient détruites par la guerre. Donc il n'y a jamais eu en même temps les parties hautes que vous voyez là, avec la façade. Les parties hautes ont été plus ou moins refaites dans les années 70, mais mal,
C'est-à-dire donc on a restauré une mauvaise restauration des années 70. Donc on a un état ici qui n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu cette façade avec les parties hautes. Fallait-il refaire un mur de verre? Alors, autre petit détail, c'est toujours pour l'armée du salut. Et il y a toujours des chambres avec des mal logés, des gens qui ont des problèmes. Fallait-il faire une grande vitrine pour mettre tous les pauvres en vitrine sur le 13e arrondissement? Ce n'était pas forcément une idée à retenir. Ce n'est pas l'idée qui a été retenue. Fallait-il revenir à la façade des années 50? Bon, donc, de fait, oui. Mais laquelle? Quelle couleur? Celle que Le Corbusier voulait, mais on ne les avait pas. Il a juste dit qu'il n'aimait pas celle-là. Ou alors, il fallait gratter les couleurs que Le Corbusier ne voulait pas, dans l'idée de dire mais c'est le dernier état connu des couleurs. Donc, c'était une vraie question très compliquée. Et vous voyez aussi ce verre Desagnac, ça s'appelle. C'est un procédé de verre, c'est un verre très fin qui est collé et très brillant sur la partie du porche d'entrée. Vous voyez ici, ça c'est le projet. Vous voyez dans quel état c'était avant le projet. Voilà. Et là, on voit l'état, une photo de quand il y avait encore le verre Desagnac. Donc là aussi, on avait ces couleurs du verre Desagnac. Donc un problème pas simple du tout sur le plan doctrinal, parce que là, on s'affronte, la Fondation Le Corbusier veut ça, les doctrinaires veulent, oui, mais c'est le dernier état connu, mais quel est l'état de référence? C'est un vrai. Et il a fallu faire admettre à tout le monde, par un processus de dialogue, que le projet, que l'état de référence, la vérité, c'est que l'état de référence, c'est toujours l'état projeté. Voilà. Et il faut l'admettre. Simplement, il faut admettre que cet état projeté, il doit être éclairé par des connaissances et par une prise de responsabilité. Et que les couleurs qu'on a fini par choisir, eh bien, ce sont ni les couleurs qu'aurait voulu Le Corbusier que ne connaissait pas, ni les couleurs regrettées du truc. C'est des couleurs qui ont été élaborées par un processus collectif avec l'ensemble des partenaires en fonction de critères dans lesquels la sensibilité était présente. Donc, il y a un vrai processus. Et à la fin, tout le monde l'a accepté. Et au début, personne ne voulait accepter ça. Chacun voulait qu'on lui dise scientifiquement, c'était ça, et comme ça, il n'y avait plus de problème, on ne se posait plus de questions. Et aujourd'hui, on est obligé d'admettre que le résultat qui est proposé, c'est un projet architectural à partir de l'œuvre de Le Corbusier. Mais ce projet architectural, vous allez le voir, il a un intérêt, c'est qu'il révèle des choses du projet de Le Corbusier qui avaient disparu. Ce hall, par exemple, donc vous voyez ici des photos, ce hall, c'est rien d'autre qu'une peinture en 3 dimensions. Alors, les cubistes, ils mettaient les 3 dimensions sur 2, et Le Corbusier, lui, il faisait le contraire, il prenait les 2 dimensions, il les mettait sur 3. Ces peintures qui, elles, ont été, alors pour le coup, celles-ci, elles ont été regardées avec beaucoup d'attention pour essayer de comprendre sa palette, on l'a gratté, on a regardé ça, parce que là, on avait le sentiment d'être dans un tableau, et qu'on pouvait leur restituer ce tableau. Et là, il n'y a pas de doute. Là, on a vraiment essayé de restituer le tableau de Le Corbusier. Et la découverte de l'œuvre de Le Corbusier, même si on a bossé pendant des années, parce que ça durait plusieurs années cette affaire, sur les couleurs, qu'on a fait des essais, tout ça, moi, j'ai découvert le tableau de Le Corbusier le jour où c'était terminé. Et je suis allé à la visite de chantier où c'était terminé, il y avait une lumière, et là, bon, là, on est, excusez-moi, c'est trivial, mais on est sur le cul, parce on se rend compte qu'on rentre dans une œuvre et qui nous dépasse complètement, voilà, et qu'on a servi quelque chose qui nous dépassait complètement. C'est d'une rare beauté, et la profondeur des couleurs, le choix des couleurs, qui n'a rien à voir avec un espèce de Mondrian en couleur primaire, bien entendu, c'est l'affaire d'un peintre, et d'un grand peintre. Et ça, c'est quelque chose qui fait aussi partie du processus de projet, parce que la restitution est aussi un processus de projet. Voici cette fameuse rue intérieure qu'on retrouve dans la Villa Savoie, qui ici se décline différemment, qui était une pure merveille, et c'était le local poubelle. Alors, je n'ai pas la photo d'avant, mais c'est dommage. Vous voyez ici l'état du chantier. Vous retombez sur des... Alors, évidemment, il n'y avait pas de porte du temps de Le Corbusier. Ça, c'est clair. Il a fallu mettre des portes, coupe-feu, incendie. Mais vous avez un effet comme ça. La salle de conférence, la première chapelle, salle de conférence. Et quand vous arrivez à comprendre cet effet plastique et cet effet pictural, il y a une émotion réelle. On est heureux de participer à ce genre de choses. Autre exemple, on est là beaucoup dans le 20e, mais on aura d'autres exemples. Les Halles du Boulingrin de Reims, projet extraordinaire. Ces halles devaient être détruites
c'est un architecte des bâtiments de France qui s'appelait André, je ne me souviens plus de son prénom, qui les sauve la veille de la démolition, et il obtient de Jacques Lang un arrêté de classement qui empêche la démolition des halles. Jacques Lang lui-même, aujourd'hui il s'en félicite, mais je sais que quand il a donné l'arrêté de classement, il ne savait pas du tout pourquoi, ce qu'il faisait, et s'il n'avait pas fait une grosse connerie, mais c'est tout sous la pression d'un collectif d'architectes notamment, et de cet ABF qui dit on ne détruit pas les halles du Boulingrin de Reims. Moi j'hérite de ce truc-là, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Alors je dois vous dire, bon, c'est une grande halle en béton armé, très sincèrement, ça fait peur. Hein. Quand vous êtes architecte, que vous arrivez là-dedans, vous dites qu'est-ce que je vais faire de ce truc-là? En plus, là, je n'avais pas le choix parce que j'étais nommé pour m'occuper de ça. Je ne pouvais pas dire non. Et ça demande quand même un peu de travail pour dire ce qu'on peut en faire. Mais c'est un exercice passionnant, notamment sur ces architectures-là, parce que même moi, ça m'a étonné le résultat. Voilà, je ne pensais pas que ça pouvait être un truc pareil. Vous allez voir une partie du résultat. Encore une photo pour la petite histoire. Ces photos magnifiques, c'est le même Henri Deneux, architecte en chef des monuments historiques, qui, étant en train de restaurer la cathédrale, chaque fois qu'il venait de Paris, et c'était un grand photographe, un grand amateur de photographie, était passionné par cette halle dont l'ingénieur était l'architecte Émile Maigret, l'ingénieur Eugène Fraissinet, et photographiait cette prouesse technique dont il était admiratif. Vous voyez, donc cette dichotomie entre les architectes conservateurs et les architectes qui aimeraient l'architecture contemporaine est une imbécilité. Et historiquement, c'est encore plus une imbécilité, puisque les premiers architectes en chef des monuments historiques sont les héritiers de Viollet-le-Duc et d'une certaine attitude positive. Et les premiers essais de béton armé en France, comme la Chapelle, Saint-Jean-de-Montmartre et tout ça, sont le fait d'architectes en chef des monuments historiques. Donc la question patrimoniale est totalement liée à la question de la créativité architecturale. Et on voit bien ici Deneux, il n'en a pas qu'une, hein, il y a des tas de photos de Deneux du chantier. On voit donc un type qui se passionne pour un confrère. Aujourd'hui, c'est beau parce que je ne sais pas qui irait photographier le chantier d'un de ses confrères. Voilà, il nous livre ces photos extraordinaires qui donnent lieu à un chantier extraordinaire, dont le résultat est celui-là. Donc, si vous vous souvenez de la photo d'avant, vous vous rendez compte que c'est quand même une découverte. Les couleurs, les lumières, les textures. On est ici dans une espèce de monolithe qui a beaucoup à voir avec l'architecture antique en réalité. On est dans un monolithe de béton armé. Voilà. Et puis une activité, pour le coup, la même, parce que là aussi, on a parlé du programme, et là aussi, on a dû agir, parce que quand j'hérite du truc, il est encore question d'y mettre un musée des beaux-arts. Sauf que c'est impossible de mettre un musée des beaux-arts dans un truc comme ça. On ne peut pas le chauffer, on ne peut pas le... Voilà. Alors après, il y a eu beaucoup d'idées, une salle de concert. Alors je ne raconte pas l'acoustique là-dedans. Donc pour finir, l'idée géniale, c'était un marché couvert. On en a fait un marché couvert. Mais enfin, ça a mis 6 ans, même 10 ans de réflexion. Et puis cette photo que j'aime beaucoup, ces photos sont très belles, elles sont signées de Cyril Weiner, qui est un grand photographe d'architecture. Et si vous avez l'occasion d'aller sur son site, vous verrez d'autres architectures. Et cette photo que j'adore, voilà, qui pour moi est formidable. Alors, juste, vous voyez des espèces de grands lustres pour éviter de polluer la voûte avec un tas de haut-parleurs, de machins. On a tout foutu dans les lustres. L'éclairage de secours, les haut-parleurs, les SSI, les alarmes. Voilà, on a fabriqué des gros lustres. On a dit, allez, tant qu'à faire un truc moche, on le fait qu'une fois à un seul endroit. Et puis, on sauve le reste. Voilà, encore une vue de cette activité. Autre... Pour illustrer, tout à l'heure, je vous ai parlé de la contrainte et de la liberté. L'abbaye de Royaumont, alors c'est pas rien, c'est Saint-Louis, c'est le XIIIe siècle, c'est aujourd'hui un centre culturel de rencontre centré autour de la musique, toutes les musiques, mais particulièrement la musique baroque, animée par Francis Maréchal. C'est un lieu formidable, extrêmement vivant. Le problème, c'est qu'il faut faire un ascenseur dans un bâtiment du XIIIe siècle. Bon, certes, l'escalier est néo-gothique, et cet ascenseur,
ça fait 20 ans qu'ils ont besoin d'un ascenseur et qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Parce qu'il y avait un combat entre ceux qui voulaient le faire vitrer, ceux qui ne voulaient pas d'ascenseur, et puis la nécessité, c'est un hôtel, hein. On va, c'est une résidence, on peut dormir là-bas, donc quand même à un moment, il y a un vrai problème. Et il fallait faire aussi une cuisine sous des voûtes du XIIIe siècle. Alors la haute, c'est un problème quand même, dans la cuisine, sous les voûtes, c'est un problème. Donc là, il n'y a pas d'autre réponse que la création architecturale. Donc voilà, vous avez l'image ici de cette hotte qui est en laiton bruni, qui est visible, qui est rendu visible alors qu'avant la cuisine était cachée. Et évidemment, il y a un subterfuge puisqu'on ramasse l'air horizontalement et que dans un local, lui, qui n'est pas sous voûte, on remonte un conduit de cheminée. Il faut bien que les odeurs partent quelque part. Mais ça devient un véritable objet architectural. Et l'ascenseur que vous voyez là, qui est aussi dans le même matériau, avec la banque d'accueil et tout, devient un monolithe. Et plutôt que de faire un ascenseur vitré qui va finir plein de poussière avec les poulies encrassées, un espèce de truc ignoble, on fait un monolithe très sculptural au milieu de la cage, boum, on y va carrément. Ça aussi, c'est pas passé du premier coup parce que on a même dû faire sur place avec des contreplaqués, montrer à la DRAC ce que ça pourrait donner un truc tout fermé là au milieu. Parce qu'ils n'étaient pas persuadés qu'on n'était pas en train de faire une horreur. On a peut-être fait une horreur, mais on l'a faite vraiment, on n'a pas fait semblant. On l'assume. Voilà. Autre exemple sur lesquels vous allez intervenir, là, les nouveaux diplômés, des sujets, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on va intervenir sur des objets, sur des programmes complètement différents, mais toujours avec la même préoccupation. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et là, l'idée, c'est quoi? C'est le fort de Douaumont, donc la bataille de Verdun, un site, je ne sais pas si vous y êtes allé, mais c'est quand même très impressionnant d'aller sur ce site. Il y a encore des troupes qui sont enterrées sous les décombres qu'on n'est jamais allé chercher là. Enfin, c'est un truc, c'est une boucherie épouvantable. Et le Conseil général décide de le rendre accessible aux handicapés. Et oui, c'est normal, parce que les personnes que ça intéresse, qui ont eu leurs parents, tout ça, ben aujourd'hui, ils ne peuvent pas se taper l'ascension et tout ça, et ils veulent retourner à Douaumont. Donc, c'est légitime. Il n'y a pas, on n'a pas dit « ah non, mais non ». Alors là, il faut trouver. Alors on me dirait que je suis peut-être un peu obsédé par les ascenseurs en métal, mais il faut trouver une écriture qui ne fait pas semblant de dire les choses. Et là, c'est une écriture extrêmement simple. On a travaillé les textes avec la Société d'Histoire et un ancien colonel de l'armée qui s'occupe de ça. Les textes sont en allemand et en français, bien entendu, et ils évoquent des éléments relatifs à l'histoire du site. Autre élément à laquelle on peut être confronté, très intéressant, il faut faire l'accessibilité handicapée et un escalier de secours dans l'Arc de Triomphe. Bon, et des sanitaires. Alors on dit, je vais faire des sanitaires dans l'Arc de Triomphe. Ben si, c'est vachement intéressant, c'est passionnant, parce que quand vous faites des sanitaires dans l'Arc de Triomphe, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Ça, c'est l'entrée des sanitaires. Alors évidemment, vous ne la connaissiez pas avant, mais c'est l'entrée des sanitaires. Ah, on ouvre la porte, magnifique. Ils sont derrière. On peut faire de l'architecture avec absolument tout. Ça, c'est les rampes handicapées. Vous voyez, ce sont des grandes pierres, des dalles de pierre. Il fallait rendre accessible aux handicapés et le petit, comment on appelle ça, le panorama, merci, oui, j'ai un trou. Donc on va utiliser un matériau dans la continuité de ce qu'avait fait mon confrère, parce que les grilles anti-suicide, elles étaient faites par Étienne Poncelet, un de mes prédécesseurs. Et non, c'est même, je crois, encore le prédécesseur d'Étienne Poncelet. Et je dis, bon, on va réutiliser les mêmes matières, les mêmes couleurs. C'est pas tout à fait les mêmes matières. Et j'ai pas de photo, mais on a même fait la guérite des gardiens.
Et je vous jure que la grille des gardiens, c'est 1 an d'études, parce qu'il faut se taper tout ce qu'on appelle le CHSCT, les délégués du personnel du CMN, pour est-ce que c'est trop bas, est-ce que c'est trop haut, l'assise du siège, en haut, en bas, est-ce que je me tourne, est-ce que j'aurai chaud, est-ce que j'aurai froid, est-ce que j'aurai de ça. Mais pour finir, on fait un truc, un objet, j'ai pas de photo là, mais un objet qui est vachement intéressant sur le truc. Donc voilà, ça c'est une rampe handicapée. Ça paraît incroyable, mais c'est un vrai sujet sur un monument historique. Et puis, l'escalier de secours. Comment on fait un escalier de secours? On a réussi à faire un escalier de secours de 2 unités de passage, alors même que, donc c'est-à-dire qu'il aurait fallu avoir au minimum 2,80 m, alors même qu'on n'avait que 2,30 m. Et bien on l'a fait, on a triché avec les pompiers, parce qu'on a dit que le garde-corps, si on avait la main comme ça, il ne comptait plus dans le truc. Et on a fait un escalier de 2 unités de passage, qui est cet élément. On a retravaillé le parement du mur pour donner un peu de largeur. On a fait un objet métallique tout à fait réglé comme une montre suisse. C'est un gros travail, et pourtant c'est un escalier de secours. Alors on dit, mais pourquoi on se casse la tête à faire un truc bien dans l'escalier de secours? Eh bien, parce que c'est l'Arc de Triomphe. Parce que quand vous êtes responsable de l'Arc de Triomphe, vous ne balancez pas un escalier préfabriqué dans un trou, vous êtes obligé de faire quelque chose. D'autant que cet escalier de secours, peut-être qu'un jour, il ne sera plus de secours. Un jour, ce sera un escalier d'accès comme les autres au site. Il faut donc le penser. On a bientôt fini. Hein. Autre exemple, à Reims, Sciences Po s'installe à Reims, donc il y a eu un gros projet Reichen-Robert qui a été fait après, mais avant le projet Reichen-Robert, je fais la phase 1 de cette installation dans une aile classée, la bibliothèque des Jésuites. La bibliothèque des Jésuites, c'est du MH pur, c'est une bibliothèque extraordinaire, XVIIe siècle, on la démonte pièce à pièce, on démonte le plancher, on met des fibres de verre dans les poutres pour avoir un plancher à 400 kg, un vrai travail, on remonte les choses une par une pour redonner cette ambiance, et on crée un escalier de secours, alors même qu'il y a un escalier à côté qui est celui-là. Et c'est le même projet, c'est pas 2 projets, c'est pas 2 architectes, c'est pas des types qui peuvent pas se voir qui ont fait ça. On a mis autant de passion à restaurer celui-là qu'à créer celui-là. J'allais pas faire il y avait un escalier magnifique comme ça, il fallait que je fasse quoi? Un faux escalier comme ça, ça c'était perdu d'avance. Et puis sinon un espèce d'escalier, je sais pas quoi, avec du sol plastique, je ne sais pas. Donc il fallait faire un truc qui ait une certaine allure. On a proposé ça. Alors il y aurait peut-être d'autres propositions. Autre et dernier sujet. Château de Voltaire à Ferney-Voltaire. Donc voilà l'état avant travaux. Et là, autre sujet extrêmement intéressant, Voltaire meurt en 1778, Catherine II de Russie, avec laquelle il avait une relation épistolaire, ils ne se sont jamais rencontrés, mais ils s'adoraient, elle le traitait le plus grand philosophe de tous les temps, lui l'appelait la Sémiramis du Nord, bon bref, elle apprend sa mort, elle dit « je veux reconstruire ce château-là dans mon jardin à Sarkoïe-Selo, à Saint-Pétersbourg, et je veux les plans ». Donc elle fait dresser les plans. Donc on a les plans de l'État à la mort de Voltaire. Et puis elle apprend qu'il y a une maquette qui a été faite par un valet de Voltaire. Une maquette qui est toute fausse géométriquement, mais qui est toute juste sur le plan de ce qu'il y avait dedans. Parce que le gars n'avait aucune imagination. Donc c'était bleu, il faisait bleu. C'était vert, il faisait vert. Et puis elle fait découper des morceaux de tissu pour avoir les morceaux de tissu. Elle rachète toute la bibliothèque de Voltaire, qui est aujourd'hui la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg. On a donc une documentation incroyable sur l'état du château, plus l'inventaire après décès, à la mort de Voltaire, alors même que le temps est passé et que les propriétaires successifs ont fait des transformations très importantes sur le château. Donc l'idée n'est pas de revenir à son état initial, mais l'idée c'est d'en avoir quand même une lecture. Et ça s'inscrit pas dans la totalité du projet. Voilà ici ces 2 images, c'est la même façade, et là il y a un travail qui est fait sur l'enduit, sur la polychromie, qui vient directement de la maquette. On s'aperçoit que qu'il y avait des enduits roses. C'est un pays de tuiles, donc on fait fabriquer des enduits roses en pilant de la tuile, pas du tout en peignant la façade. On sait aussi que Voltaire, avant d'être à Ferney, résidait à Potsdam, et pour ceux qui connaissent le château de Potsdam et l'architecture baroque de l'Est et du Nord, c'est évidemment une architecture très colorée, donc on peut imaginer que Voltaire avait des yeux et qu'il avait vu ce genre de choses, et on propose cette chose un peu osée, parce que en même temps qu'on fait ça, moi je sais que le toit était en tuiles, mais
Le CMN décide que non, le toit, on va le laisser en ardoise. Moi, je serais bien allé au bout du truc et j'aurais bien fait le tour entier. Mais bon, et on propose cette image totalement différente. Donc, vous voyez quand même, il s'est passé quelque chose entre les deux choses. Et dans ce projet-là, on va faire, au même niveau de préoccupation, des choses très différentes. C'est-à-dire des restitutions historiques, la chambre de Voltaire, avec des problématiques, les tissus sur les murs sont les anciens tissus. Alors pour la rigolade, la chambre de Voltaire, c'est un bâtiment symétrique par rapport à l'axe central de l'enfilade du hall et du salon, comme un plan tout à fait. Mais alors que la chambre était, quand je rentre, était du côté gauche, un des propriétaires a fait démolir ça pour faire une salle plus grande, et il a reconstruit la chambre de Voltaire à l'identique du côté droit, pour les amoureux de Voltaire, qui au XIXe siècle, tous les écrivains, Flaubert, tout le monde, quand ils faisaient le voyage en Italie, ils commençaient par s'arrêter chez Voltaire, qui était le plus grand auteur dramatique du XVIIIe siècle, considéré comme tel. Il était impossible d'entamer un voyage en Italie sans s'arrêter à Genève pour voir le Voltaire. Donc on a fait une fausse chambre de Voltaire pour les pèlerins. Et nous, on a restitué la vraie fausse chambre de Voltaire, dans laquelle on a les vrais tissus de la vraie chambre qui ont été transposés dans la fausse chambre. Et on a dû les compléter avec des faux tissus faits à Lyon sur le modèle des vrais tissus. Donc là, vous voyez, il y a quand même un truc. On va me dire, mais attends, c'est indéfendable ton affaire. Oui, c'est indéfendable. Mais il fallait témoigner de trois choses. D'un Voltaire présent dans son château dont il n'y avait plus aucune trace, il n'y avait ni sa bibliothèque, alors que c'est dans ce château qu'il écrit le traité sur la tolérance, par exemple, c'est dans ce château qu'il va accueillir, je ne sais pas si vous connaissez l'affaire Calas, qui est une affaire extrêmement importante dans l'histoire des idées du XVIIIe siècle, puisqu'il va obtenir de casser un procès, ce qui n'était jamais arrivé pour des raisons... un type qui a été exécuté pour des raisons religieuses. Bon bref, je ne vais pas vous raconter l'affaire Calas, si ça vous intéresse, je vous raconterai. Et donc, c'est un lieu absolument important pour l'histoire du XVIIIe, évidemment l'histoire de notre civilisation contemporaine. Il n'y a plus de traces. Fini. Alors il faut en parler. Alors là, on a choisi de l'évoquer par une forme de muséographie qui évoque ces choses-là. Il faut parler du lieu qui, au XIXe siècle, est un lieu incroyable pour les pèlerins qui viennent là. Donc là, on a les éléments, c'est une restitution. Et puis, on va faire ici quelque chose, c'est encore pire. C'est carrément une période room comme au musée Carnavalet. C'est-à-dire qu'on restitue la chambre de Madame Denis, qui était la nièce et la maîtresse de Voltaire. À cette époque-là, on pouvait faire des choses qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Et on va restituer l'ambiance, alors même qu'aucun de ces objets ne provient de Madame Denis. D'accord ? Et puis, au rez-de-chaussée, dans les caves, on va organiser un projet muséographique tout à fait contemporain pour des expositions temporaires où là, l'architecte se lâche d'une façon quand même avec retenue, avec sobriété, mais pour permettre... alors là, il y a une mise en abîme parce que c'est les photos du chantier dans le chantier, c'est un truc assez rigolo. Donc voilà un petit peu pour illustrer en quoi consiste ce travail absolument passionnant auquel, pour certains d'entre vous, vous allez avoir la chance d'être confrontés. Je ne prétends pas avoir de vérité, mais une chose est sûre, c'est que je m'amuse beaucoup. Voilà, j'ai fini. Merci. On va permettre à tous de poser des questions, puisque François nous a en tout cas sollicité par rapport à ça. On a 2 micros là, j'espère qu'ils fonctionnent, et on va promener dans la salle pour vous passer les micros. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas. Oui. Oui. Écoute, c'est toi qui fais la conférence, François. Mais je suis prêt à m'asseoir à côté de toi si tu insistes. Qui m'avait demandé un micro ? Merci, bonsoir. Merci pour la présentation. J'avais une question concernant la question que cette journaliste vous a posée, que vous avez présentée en début de votre présentation.
Si dans votre démarche de restauration ou de transformation du patrimoine, vous avez aussi un souci pour l'enjeu social de la conservation des ressources et de la génération de déchets. Alors je trouve que ça c'était un petit peu moins évoqué dans vos projets, donc voilà, je me demandais si voilà, vous aviez cette conscience et comment est-ce que ça se représentait dans vos projets. Alors, effectivement, ce sous-titre vous a peut-être fait attendre autre chose de ma part, mais c'est une réalité avec laquelle, contrairement à votre génération, je n'ai pas été élevé avec cette réalité-là, je l'apprends en marchant. Je l'intègre totalement et d'abord, je pense qu'on n'a pas le choix, donc ce n'est pas la peine de tergiverser sur ce genre de questions. Mais il se trouve que ça répond à des problématiques que je me posais par d'autres chemins. C'est-à-dire que l'idée de regarder la valeur des choses qui sont déjà là, sans penser d'abord qu'elles sont obsolètes et que d'abord il faut s'en débarrasser pour faire quelque chose qui sera beaucoup mieux, c'est quelque chose qui me paraît être le point fondamental, le point numéro un de cette idée de la préservation des ressources. Et qu'après, parce que moi je peux faire des bâtiments, on voit ça, on voit des mecs, ils pètent tout, puis après ils nous racontent que parce qu'ils ont mis du liège et du chanvre, ils ont fait de l'écologie. Non, d'abord, on ne pète pas tout, et puis ensuite, si on peut, en plus, on met du chanvre et on fait les choses bien. C'est ça la démarche. Ce que j'ai voulu dire simplement, c'est que c'est pas... Il y a une mode qui consiste à se rendre beau, parce que subitement, on serait vachement bien conscient des ressources et tout ça. Je ne vais pas vous mentir, moi, je ne suis pas venu à ces questions-là pour ces raisons-là. Je suis venu à ces questions-là pour des intuitions artistiques, poétiques, parce que je me sens bien avec ça, je me sens bien avec l'idée qu'il y a de la valeur dans les choses, que la modernité, ce n'est pas le fait de notre seule actualité, que François Mansart était extrêmement moderne, que le Toronnet, c'est d'une super modernité. Donc, j'ai ce problème du rapport au temps qui me font penser que la valeur des choses n'est pas liée à leur nouveauté et qu'on peut avoir des choses extrêmement modernes, extrêmement intéressantes pour nous intellectuellement, qui nous proviennent du passé. Mais évidemment que la question des ressources aujourd'hui, c'est une question fondamentale. Et je trouve qu'il n'y a pas de meilleure formation que celle que vous avez reçue là et que celle que j'ai reçue à Chaillot pour se préoccuper intelligemment de ces questions. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas d'avoir le label Minergie 92. Le problème, c'est de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi on préserve les choses, pourquoi on les conserve, quelle valeur ça a. Et il faut qu'on commence par là. Et c'est pour ça que je ne veux pas trop me placer sur ce débat-là, parce que subitement, je suis attiré là dans une espèce de, j'ai dit d'opportunisme, parce qu'il y a beaucoup d'opportunisme chez certains architectes, chez certains ingénieurs, de se faire les chantres de cette question-là, alors même que la question fondamentale de la valeur des choses qui sont déjà là, ils ne se la posent pas. Voilà, ils se posent la question de savoir s'ils vont être à la mode parce qu'ils ont fait un machin voilà, qui se chauffe tout seul ou tout ça. Voilà, j'ai un regard un peu plus critique là-dessus, tout en pensant qu'évidemment, nous, quand on fait moi j'ai fait des bâtiments tout à fait complètement neufs en pierre, voilà, et j'avais pas l'impression de faire de l'écologie, j'avais simplement l'intuition que je faisais un truc plus intéressant, plus durable, qui avait plus de sens. Voilà. Je n'ai pas répondu. Une autre question? Alors, oui, traverser la salle. Vous avez le droit de ne pas être d'accord du tout avec ce que j'ai dit. Hein. Quelqu'un qui avait levé sa main ici, oui. Oui, Vine. Merci. J'ai été un petit peu surprise parce que vous m'entendez? Oui. Vous parlez beaucoup de restauration, tout en disant que c'est de la création. Bon, ça c'est un autre sujet, je dirais. Je voulais vous poser la question, pourquoi vous ne parlez pas simplement en fait de conservation? Parce que ce que vous faites, vous conservez le bâtiment. Et puis après, vous le transmettez. Vous êtes un passeur, voilà. Oui, parce que, non, je parle de transformation parce que j'ai essayé d'expliquer, quand on est affronté à la question de la conservation, il y a une transformation.
y compris dans la conservation. Et souvent, on ne l'admet pas. C'est-à-dire qu'on dit non, on a conservé. Non, on a modifié l'équilibre des choses. Quand pour conserver un chaînage en pierre, je lui injecte des fibres de verre sur 35 mètres de long, comme on fait dans les cathédrales et tout ça, on modifie les choses. Donc il faut accepter que la conservation comme une espèce de... On fige les choses pour une éternité relative. C'est déjà un processus de transformation, c'est déjà un processus de projet. Et il faut déjà l'asseoir sur une compréhension de pourquoi on fait ces choses-là, pour qui, pourquoi en faire. Bien sûr que dans mon activité, au sens... alors, je sais qu'aujourd'hui, je m'en amuse, je suis désolé, il y a peut-être des gens qui participent à ça, je vois passer des textes sur la normalisation du vocabulaire du patrimoine, où il y a des gens qui se grattent la tête pour savoir ce que ça veut dire restauration, comment on va le traduire en allemand, qu'est-ce que ça veut dire en français. C'est sûrement très intéressant de faire ce travail, mais moi, c'est très éloigné de mes préoccupations, parce que je crois vraiment que chaque cas est un cas particulier dans lequel il y a évidemment de la conservation. Le simple fait de ne pas démolir, c'est conserver. On est tout à fait d'accord, mais cette conservation ne se justifie que dans un processus de transformation pour l'usage, pour la continuité, pour arrêter la dégradation du temps. Voilà. Donc je veux prendre le sujet d'un peu plus haut. Voilà. Oui, mais par exemple, pour le refuge, vous faites vraiment de la conservation et pas de la restauration. Donc, vous faites de la conservation et de la transformation. Dans certains cas, peut-être de la conservation et de la restauration. Ou l'intérieur, c'est peut-être de la conservation et de la restauration. Donc, voilà, il y a les deux. Enfin, oui, alors, il faut lire le catalan, mais il y a un livre qui a été écrit il y a peut-être 20 ans qui s'appelle « La restauration objective ». C'est un ouvrage passionnant. Son auteur, il s'appelle Antonio González. Peut-être qu'il est en castillan aussi, mais je sais qu'il existe en catalan. C'est un ouvrage, il y a 3 volumes et tout, qui aborde toutes ces questions-là. C'était le directeur c'est le restaurateur du Palau Güell à Barcelone. Je ne sais pas si vous avez visité le Palau Güell, et qui avait d'ailleurs été victime d'une polémique parce qu'il avait fait sur la crypte de la Colonia Güell, il avait fait une terrasse assez moderne, assez contemporaine pour la protéger, puisqu'elle n'avait jamais été terminée, la crypte de la Colonia Güell en Catalogne, et ça avait été l'objet d'une grande controverse, et qui fait qu'il avait abandonné son poste de directeur à la Diputació de Barcelona, c'était un organisme de préservation et de conservation des monuments historiques en Catalogne. Et il a écrit ce livre de la restauration objective. Je crois que quand je serai à la retraite, je vais le traduire, parce qu'il aborde toutes ces questions-là. Donc moi, j'ai rien inventé. Il aborde ces questions-là. Et il dit que ces questions de conservation, de restauration, d'intervention contemporaine sont toujours une logique de projet. Et il le démontre mieux que je ne saurais le faire. D'abord, c'est plus long, il faut se plonger dedans, il faut lire. Il donne des exemples, et que c'est toujours une logique de projet. Quand vous conservez, c'est que vous avez le projet de conserver. Une autre question? N'hésitez pas. Plus de questions sur? Attention, parce que les nouveaux étudiants qui vont être diplômés, s'ils n'ont pas de questions, ils n'ont pas le diplôme. C'est ce que m'a dit Francis. Je vous préviens, j'aurais peut-être pas dû leur dire, mais... On oublie de leur dire. Bonsoir. Bonsoir. J'hésitais à poser ma question, parce que ce n'est pas vraiment une question en fait. C'est plutôt une réflexion. D'abord, merci, parce que je suis une jeune architecte qui est à la base pas vraiment intéressée par le patrimoine, donc je suis venue ici grâce à mes amis qui vont être diplômés. Et votre présentation m'a ouvert, je pense, de nouvelles perspectives, je dirais pas futures, mais en tout cas un regard différent sur ce que j'avais peut-être tendance à rejeter précédemment. Et du coup, ça m'a amené à une réflexion toute personnelle dans mon métier actuel. C'est que du coup, jusqu'ici, j'ai fait pas mal de constructions neuves, mais qui s'inscrivent, du coup, elles s'inscrivent quand même toujours dans un contexte. Donc actuellement à Bruxelles, il n'y a plus beaucoup de sites vierges, on doit construire dans des espaces qui sont déjà construits. Et en fait, en écoutant votre présentation, moi je me posais plutôt la question de comment évaluer la valeur du site
dans lequel on s'inscrit. Donc à partir du moment où on fait le choix de construire du neuf, de ne pas garder ce qui est déjà là, donc le projet il est choisi, on ne garde pas. Ça peut être un ancien hangar à bois, ça peut être un ancien garage. Allez, je reviens avec le contexte de Bruxelles, parce que souvent c'est le cas, Anderlecht, à Molenbeek, c'est beaucoup des sites où on estime déjà de base qu'ils n'ont pas de valeur, et que donc on s'inscrit dans un projet qui va être neuf. Et moi, en tant qu'architecte, je me pose toujours la question, en tant que jeune architecte, comment est-ce que je me souviens du lieu, en fait ? Donc, il y a un des projets sur lequel j'ai travaillé. On avait décidé, c'était un hangar à bois. Ok, on va reprendre le matériau de la tôle qui rappelle le hangar et de sa couleur. On s'est retrouvé avec tout un projet noir en tôle dans un contexte de maison bruxelloise où les bâtiments où les citoyens étaient juste super choqués parce qu'ils n'ont pas compris en fait le lien. Et là, je me suis dit, en fait, est-ce que ce lien était justifié et utile ? On a voulu se souvenir du lieu, mais est-ce que c'était vraiment intéressant ? Et après, dans d'autres cas, c'est des hangars à voitures, et là, on se dit, ça ne nous intéresse pas tellement, ce site, ça va être un îlot complet de futurs logements, pourquoi est-ce qu'on se souviendrait de ces hangars à voitures ? Et donc, voilà, juste, vu que je rejetais toujours cette question du patrimoine, en vous écoutant, je me disais, à partir du moment où il n'y a plus, mais la mémoire, elle est toujours là, comment est-ce qu'on juge, comment est-ce qu'on donne la valeur à la mémoire, quoi. Je ne sais pas si c'est clair, désolé. Non, mais non seulement c'est clair, mais c'est formidable que vous posiez la question en ces termes-là. Pour ma part, je l'ai dit tout à l'heure, je suis arrivé à Chaillot, j'avais 40 ans. Le patrimoine, je me souvenais que mon père nous emmenait voir des châteaux, mais enfin, nous, on préférait aller à la mer. Enfin, bon, c'était un truc un peu compliqué pour moi. Je suis venu là pour des raisons tout à fait différentes. Comment on donne la valeur aux choses ? À quoi servent les études que vous avez faites ou qui vont faire à avoir des recettes pour restaurer, des choses comme ça ? Pas du tout. Ça sert à apprendre à regarder les choses et en les regardant, à leur donner une valeur. Vous avez pour ça, mademoiselle ou madame, un livre à lire, qui est un livre d'Aloïs Riegel, qui est très simple à lire, que vous avez peut-être déjà lu, qu'il faut lire tranquillement, le relire. C'est quoi la valeur des choses ? Comment on la fait ? Et le premier travail qu'on fait, nous, quand on fait ce travail entre guillemets, d'études préalables, de diagnostic, c'est qu'on essaye justement de donner une valeur aux choses. Mais cette valeur, on la donne par rapport à nous, par rapport à notre actualité. On ne la donne pas par la valeur intrinsèque de la chose qu'elle avait à l'époque où elle était construite. Donc ce travail d'interprétation de la valeur qui nous permet de dire oui, ça a un intérêt, ça a une valeur pour telle et telle raison, c'est évidemment un travail de synthèse, un travail entre objectivité et grande subjectivité, mais c'est le travail essentiel et c'est déjà le travail du projet. Parce qu'une fois que vous avez décidé que cette chose-là avait une valeur et que c'est intangible et qu'on n'y toucherait pas, vous avez déjà construit 80% de votre projet. Et dans le milieu urbain, c'est exactement comme dans l'architecture. Une fois que vous avez dit, mais en fait, ce qui a de la valeur ici, c'est pas que ce soit beau ou tout ça, mais c'est par exemple que ça a été... Je vous ai montré les Halles du Boulingrin. On dit les Halles du Boulingrin, alors valeur... mais il y avait une valeur dans les Halles du Boulingrin qui était une valeur d'usage incroyable. C'est que les gens, il y a des générations qui sont allés là-dedans faire le marché et tout ça. Et je m'en suis rendu compte comment ? Parce qu'un soir, je suis arrivé là-bas et ils faisaient une espèce de soupe aux choux dehors de tous les amis des Halles du Boulingrin et c'était tous les enfants des commerçants des années 50. Et quand on a voulu démonter vous n'avez peut-être pas vu dans le truc, il y a les rambardes, il y avait des tôles, alors la boucherie machin, la charcuterie bidule. Puis nous, évidemment, dans notre projet, l'architecte, on avait fait des jolis garde-corps, bien entendu. Et puis quand on a commencé à démonter le truc, il y a un gars qui s'est pointé en disant « Oh, mais ça, c'était la boucherie de mon père, je voudrais bien récupérer la tôle, j'y tiens beaucoup. » Alors là, j'ai dit « Halt, ça a une valeur, donc vous l'emmènerez pas, mais par contre, on va le restaurer. » Et on a mis 200 000 € pour restaurer toutes les pancartes une par une, qu'on a raccroché au truc, parce que ça avait autant de valeur, cette chose-là, que le bâtiment lui-même, que de savoir s'il était bleu, s'il était jaune et tout ça. Mais ça, cette éducation, je crois que ces écoles, c'est pour ça que j'ai évité le mot patrimoine, le mot machin, parce que tout de suite, vous voyez, vous avez failli pas venir. Patrimoine, voilà. C'est cet apprentissage du regard qu'on a bien sûr un peu, je l'espère, dans les écoles d'architecture, en tout cas en France, il n'est pas assez poussé. Donc on n'apprend pas à regarder les choses et à dire mais ça a déjà une valeur. On restaure le musée Carnavalet. Je vous donne un exemple très simple. La ville de Paris, pour des raisons d'abord budgétaires et puis politiques, dit c'est une restauration partielle.
Alors ça veut dire, entendez par là qu'on veut tout, mais pour la moitié du prix. Donc on a bien compris le message. N'empêche que ça nous a obligés à trouver de l'intérêt, de la valeur à des choses qui, dans un autre cas de figure, auraient été balayées par tout le monde, par les programmistes, par tout le monde, disant mais ça c'est obsolète, un musée moderne, on fait plus ça, on n'a plus des trucs comme ça, c'est un musée moderne, c'est comme ça, c'est comme ça. Le musée, il aurait fini à 60 millions, là il finit à 30. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça a obligé quand même, pas que les architectes, tout le monde, à regarder les choses et à dire, pour finir, cette vitrine, elle n'est pas si mal, on peut peut-être la garder. Et puis je suis sûr que dans le parcours, elle sera très bien, la vitrine. Vous comprenez ? Donc cet apprentissage, ça rejoint la question de madame, de regarder les choses, de leur donner une valeur, tout ça, c'est déjà une forme de recyclage, mais c'est un recyclage intelligent, c'est un recyclage marrant, c'est un recyclage amusant. Et on n'a pas été, moi, j'ai pas été élevé comme ça. C'est pour ça que pour moi, c'est une découverte et que je m'amuse beaucoup. Moi, j'ai été élevé, on arrive, on bousille tout, et puis on construit du logement normal, voilà, avec une cage d'ascenseur, des escaliers, tout ça. Eh bien non, on n'est pas obligé de faire ça. Plus de questions? Encore une main qui se lève? Oui. Comme tu as promis un pot à la fin. Absolument, mais il y en a qui ont très s'impatientent. soif, alors il y en a qui veulent poser des questions et les autres qui aimeraient bien qu'on... Donc c'est la dernière question, comme ça on va rassurer tout le monde. Qui a levé sa main? Et bonsoir et déjà merci. J'avais une petite question par rapport aux inconnus. Et donc, normalement, dans les projets de restauration, l'architecte est toujours confronté à une série d'inconnus. À quel moment, sachant que les recherches historiques se poursuivent tout au long du processus du nouveau projet, que ce soit restauration, conservation ou des nouvelles interventions, à quel moment vous jetez l'éponge et vous dites « Ok, on ne trouvera pas » ou « Il faut réfléchir à quelque chose d'autre ». Est-ce que vous êtes souvent confronté à pas mal d'inconnus sur un seul projet ou des inconnus sur un seul projet ou... Alors on est confronté à des tas d'inconnus. On est confronté... Le vrai travail, c'est d'essayer de comprendre tout ce qu'on ne connaît pas. C'était non pas déjà non pas de le comprendre, mais de dire, par exemple, quand on fait une maquette 3D avec des plans, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on restitue dans la maquette 3D, mais ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est ce qu'on n'a pas réussi à restituer. Parce que si on n'a pas réussi à le restituer, ça veut dire qu'on n'a pas compris comment c'était fait. Il y a des fois des raisons légitimes, il y a des bâtiments, on ne peut pas aller faire des trous, ils sont en activité, je ne peux pas aller voir les planchers, je ne sais pas comment ils sont. Mais je sais déjà tout ce que je ne sais pas. Et savoir déjà tout ce qu'on ne sait pas, c'est déjà pas mal dans un processus de restauration. Contrairement à ce que j'arrive, je fais n'importe quoi. Je sais tout ce que je ne sais pas. Et le processus de restauration n'a pas pour objet d'être finalisé. C'est-à-dire que ce que je vais dire n'est pas du tout pour alimenter un débat et tout ça, mais c'est juste pour dire des erreurs de langage. Notre-Dame de Paris brûle. Bon, tout le monde est atterré, c'est terrible, on pleure et tout. Et puis, pour rassurer tout le monde, on dit on va la rebâtir. Et puis on va la rebâtir en 5 ans, et puis elle sera plus belle qu'avant. Sauf que ça se finit jamais, un bâtiment. Dans 5 ans, ce ne sera pas plus fini qu'elle n'était finie avant et qu'elle sera finie avant. Les processus ne sont pas des processus finis. Ne pas savoir quelque chose, ce n'est pas une défaite. C'est laisser aux autres peut-être la possibilité d'en apprendre plus. Nous, ce qu'on fait, la vie d'un monument, la vie d'une cathédrale, c'est un trait long qui va de là à là. Et puis nous, ce qu'on intervient, c'est grand comme ça. Donc il ne faut pas croire qu'on va tout savoir. Moi, je n'ai pas du tout de problème de rien savoir, enfin de rien savoir, d'ignorer un certain nombre de choses. Si j'ignore, j'essaye de ne pas trop y toucher, c'est tout. J'essaye d'aller dans les endroits où dans les interstices où il y a des choses qui me conviennent. Donc je ne me sens pas frustré et je ne jette pas l'éponge, parce qu'on ne jette jamais l'éponge. Mais on admet que dans le processus, il y a des choses qui vont nous échapper et qui peuvent nous échapper longtemps. Et ce n'est pas grave. Et ça ne m'empêche pas d'agir. Le pot. Non, les diplômes. Non, voilà. Alors, le pot, c'est dans quelques minutes. On se retrouvera dans notre bâtiment de la faculté d'architecture, qui est quand même... Merci à tous. Merci François. Non, c'est moi qui remercie. Alors, on se retrouvera dans quelques instants dans la faculté d'architecture pour le pot de l'amitié, on vient de l'évoquer. Avant ça,
cet exécutif master est sanctionné par un certificat. On a notre premier lot de diplômés. Et pour remettre ces diplômes, je vais appeler notre doyen de la faculté d'architecture, Pablo Loas, notre vice-doyenne Marcel Rabinovitch et tous les professeurs de la faculté. Comme ça, tous ensemble, ça va nous permettre de remettre les distinctions. Alors, Anaïs, où est Anaïs? Ah voilà, Anaïs, qui vient nous apporter les diplômes. Alors, ils sont dans l'ordre. Dans l'ordre alphabétique. Dans l'ordre alphabétique. Donc ce n'est pas un ordre de mérite, comme ça arrive parfois dans certaines... Donc c'est un ordre plus neutre, puisque ce n'est pas l'ordre de réussite, ou c'est simplement l'ordre alphabétique. J'aurais besoin peut-être qu'on me tienne... Non. J'appelle d'abord, je ne vais pas faire la lecture in extenso des diplômes, Marion Alessian. Félicitations. Ah oui, vous êtes parti pour serrer la main de tout le monde. Sophie Ferroz. Félicitations. Alors j'attends qu'elle ait embrassé tout le monde avant d'appeler le suivant. La suivante, en l'occurrence, née à Braine-l'Alleud, Margot Flamand. Voici. Félicitations. Merci. J'appelle ensuite Morgane Goffin. Donc voici. Félicitations. Merci. Moi aussi, hein. Oui, pardon. On n'est pas trop serré, là. Et les étudiants Oui, on va faire plus de place, comme ça, il pourrait y avoir de la place pour les étudiants aussi, les ex-étudiants. Thierry Enrard. S'il te plaît, félicitations. Merci. Alison Inglisa. Voici. C'est 2 fois vous. Merci. Félicitations. Encore merci. Marguerite Lagage. Ah oui. Voici. Félicitations. Vanessa Lardinois. Merci. Félicitations.
Margot Marchesi. Merci. Félicitations. Anda Lulia Pan. Merci. Félicitations. Irène Panebianco. Merci. Félicitations. Geoffrey Rozzonelli. Merci. Félicitations. Grande intimité dans ce certificat d'Executive Master. Et pour terminer, Melek Surgun. Félicitations. Et je vais attendre. Melek ne part pas. Je vais demander aux autres diplômés de venir nous rejoindre sur la scène, à notre conférencier de ce soir de nous accompagner pour, semble-t-il, une photo de groupe de cette première promotion du certificat d'Executive Master en patrimoine. Venez, venez, venez. Alors il faudra que le photographe nous dise à quel point c'est Johan. Oui, les étudiants devant, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez-y, allez-y. Même si manifestement les étudiants décident d'être beaucoup plus grands que les enseignants. Vous voyez que tout se perd. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais me mettre... ok, par là. Mettez-vous là. On fait ça. Voilà. Les choses rentrent dans l'ordre. François, venez ici près de nous. On peut bazarder les deux chaises si elles tombent mal. Les deux chaises tombent mal pour pouvoir resserrer les rangs. Parfait. Johan, c'est bon? Parfait. Merci beaucoup, merci à tous. Merci François pour cette conférence éclairante et décomplexante sur le patrimoine et sur l'architecture en général, dans un climat à Bruxelles, entre autres, qui est plutôt quand même un conservatisme certain. Je pense que ça fera du bien et que ces étudiants partent sur de très bonnes bases. Merci beaucoup, merci à tous et merci à vous d'être venus et d'avoir assisté à ce beau moment d'architecture. Et comme vous l'a dit Francis, on se retrouve dans le bâtiment similaire, mais pas tout à fait le même, de la faculté d'architecture au coin Place Laget, chaussée de Boundal. À tout de suite.